je vais présenter le réseau de services sociaux et de santé communautaire. Ça fait depuis les années 2000 qu'on fonctionne et on travaille avec des partenaires communautaires. Vous allez les voir à la table aujourd'hui, en fait. Si vous allez en mode galerie et si les gens veulent allumer leur caméra, vous allez voir jusqu'à quel point notre réseau est grand. Nous travaillons aussi avec le système de santé et services sociaux du Québec pour bâtir des accès équitables en anglais. Nous sommes une organisation provinciale. Alors, c'est un point de vue différent. On réunit un réseau de près de 70 membres et nous représentons les besoins des services sociaux et de santé pour pour les anglophones et on collabore avec le gouvernement, les prestataires de services et les organisations communautaires pour développer ces solutions durables et innovatrices pour avoir des soins de santé équitables. On est aussi un fiduciaire important pour les organisations de réseau. Près de 200 projets sont financés en ce moment par nous. Et je m'excuse, je parle rapidement, tout le monde. Dites-moi de ralentir si je vais trop vite. Je suis tellement emballé, j'ai tellement de choses à dire. Alors, nous avons environ 83 projets de santé mentale qui sont représentés sur ces 200 qui sont financés. Pour donner une idée de notre mandat en santé mentale, nous avons le centre d'organisation est distribué ici sur cette carte. Je ne vais pas tout donner les détails, mais sentez-vous bien libre de visiter notre site web pour regarder. Vous pouvez voir que les organisations ici à la table sont là pour parler de leur travail, mais je vais essayer d'en parler aussi. Bon, la santé mentale est devenue une partie centrale de nos activités grâce à l'intérêt pour la santé mentale dans les années précédentes, durant la pandémie et avant la pandémie. Et nous avons aussi de l'information qui a été partagée par l'Association de santé mentale qui a fait un résumé d'informations et on a pu leur offrir nos expériences en santé mentale et eux l'ont appelé A Concerning State of Mental Health of English-Speaking Quakers. Bon, juste pour vous montrer certains de ces points importants, mon recherche qui a été faite au début de la pandémie par Serge Généreux, par le docteur Mélissa Généreux, de la Faculté de médecine et de santé mentale à l'Université de Sherbrooke. À ce moment-là, elle était conseillère pour les services de santé mentale du Québec et son étude a révélé que 37 des adultes au Québec entre 18 et 24 ans ont eu des symptômes d'anxiété ou de dépression dans les 2 semaines précédentes et avaient 2 fois plus de possibilités de probabilité que les francophones d'avoir des symptômes de dépression d'anxiété. Non seulement est-ce qu'elle a regardé ça par langue, mais les anglophones étaient parmi les 3 catégories les plus influencées par la pandémie, et les jeunes adultes aussi. Alors, ceci revient à l'information qu'on a entendue du docteur Fleury et du docteur Pou. Pardon. Bon, la détresse psychologique, on l'a regardé pour ce qui est des parents. On a trouvé que les pères anglophones avaient des niveaux plus élevés de détresse psychologique pour avoir accès aux services et pour essayer d'obtenir des services et comment ils se débrouillent. Et ensuite, on a fait notre propre recherche communautaire, en fait, à droite, pour parler des jeunes anglophones, pour avoir leur rétroaction, pour savoir quel était leur accès durant la pandémie, accès aux services de santé mentale durant la pandémie. Ça a été fait de décembre 2021. Oui, 2021, c'est ça, jusqu'à mars 2022. Alors, il y avait encore des restrictions, mais on n'était pas en pleine pandémie. Et néanmoins, 90 des jeunes ont dit qu'ils se sentaient, il y avait un mal-être mental. Près de la moitié se sentaient comme si tout le temps ou presque tout le temps. C'était des données très préoccupantes. Bon, il faut aussi que je rajoute que nos gens âgés, anglophones aussi, doivent faire face à ces barrières linguistiques, en plus d'isolation sociale qui a un impact sur la santé mentale, une grande proportion de programmation qui gère cela. Et on sait que récemment, on a publié l'information sur la petite enfance, que 30 des enfants de moins de 5 ans anglophones qui vivent sous le LIFERT vont comparativement à leurs homologues francophones. Alors, il y a une composante financière aux besoins psychologiques qui pèse sur les parents.
Et les familles monoparentales, près de la moitié vivent sous le seuil du revenu faible. Alors, je vais passer un peu plus à ce qui était plus directement en rapport avec mon mandat. Quelques statistiques, tout comme ce que le docteur Fleury a remarqué, l'importance des jeunes bon, dans ceux qui ont besoin d'accès à nos services. Bon, les premières consultations, etc. Et c'est l'âge aussi où les hospitalisations sont les plus importantes pour le service de santé. Bon, il faut garder ça en tête que cela nous a été rappelé par les deux conférenciers précédents. Alors, nos données confirment qu'il y a un besoin élevé pour les jeunes et les jeunes eux-mêmes disent que il y a un manque de services de santé mentale et d'appui en anglais dans leur région. Ils ont trouvé que c'était pire durant la pandémie et ce qu'on peut voir, suite à les données qu'on a vues, il y a une augmentation dans ces besoins-là. Alors, non seulement est-ce que les systèmes de santé n'étaient pas capables de réagir à ce moment-là, mais les ressources anglophones disponibles étaient encore moins disponibles que d'habitude. Alors, dans le petit 90 que vous avez vu ici, je vais passer aux 40 des répondants qui ont déclaré qu'ils n'avaient pas accès à un omnipraticien, un médecin de famille. Moi, je trouve ça intéressant parce que le docteur Fleury a mentionné que 40 n'avaient pas de suivi par un médecin de famille. Bon, sans regarder la langue. Et ici, on a 60 pardon, 40 qui n'avaient pas accès à un médecin de famille pour les anglophones. Et aussi 40 des répondants ne savaient pas où ils pouvaient avoir des services de santé mentale. Alors, il y a une grosse déconnexion en la conscientisation pour les services de santé mentale. Et finalement, de façon plus importante, la langue d'accès. Bon, 46 des répondants disent qu'ils n'étaient pas très à l'aise ou pas à l'aise de parler en français et de se sentaient moins bien compris lorsqu'ils parlaient de la santé mentale. Je ne pense pas qu'ici est terriblement surpris par ce pourcentage, mais bien sûr, on voit toujours que la langue est importante pour avoir accès aux soins. Et moi, je trouve que c'est une barrière élevée, même pour nos jeunes. Alors, il n'y a rien de bien surprenant ici. Bon, la différence entre la recherche faite avant la pandémie, bon, on sait que les jeunes anglophones avant avaient déjà moins de probabilités de déclarer que leur santé mentale était bonne comparé aux francophones. Il y avait de moins bonnes probabilités qu'ils avaient de bonnes estimes de soi ou qu'ils avaient un réseau social. Ça, c'était une recherche faite par John McCracken. Alors, on continue de voir la tendance de faible accès à l'information à propos des services de santé mentale et que l'infrastructure pour les services de santé mentale pour notre démographie ici a plusieurs lacunes. Alors, tout ceci est logique comparativement aux recherches en cours. Une autre donnée, nous avons trouvé beaucoup de données et sentez-vous bien libre d'aller visiter la recherche en tant que telle. Je vais simplement montrer quelques faits saillants. Bon, une petite composante à propos du stress financier et du bien-être. Une fois de plus, un de nos conférenciers parlait de la pratique privée, de la capacité, mais bon, de tout le secteur, les psychologues, bon, ces ressources qui s'en vont dans les services privés. Bon, les jeunes anglophones disaient qu'il y avait une corrélation élevée entre le stress financier et leurs problèmes de santé mentale, naturellement. Mais ce stress est exacerbé par un manque de soutien pour la santé mentale disponible en anglais dans le secteur public, combiné avec le coût élevé de services dans le secteur privé. Alors, cette combinaison de facteurs signifie que les anglophones, sans les besoins financiers pour payer pour la thérapie privée, sont exclus de l'accès aux services de santé mentale en nombre élevé. C'est très important de remarquer que 3 sous-groupes parmi nos répondants étaient hautement représentés et disaient que la santé mentale a subi l'impact de ces difficultés financières. Nos répondants noirs, ceux qui viennent de la communauté sexuellement diverse, non-binaire, transgenre, deux esprits, ainsi de suite, et les répondants qui ont été dans les familles d'accueil. Près de 90 Alors, ces gens en famille d'accueil, 90 sentaient que c'était une préoccupation pour eux. Alors, la vulnérabilité de ces 3 sous-groupes en santé mentale sont très élevées avec la réalité du système de santé actuel. Un autre résultat d'un sondage qui devrait être publié au mois d'octobre
de même que toutes les explications. Si ça vous intéresse, on va le publier bientôt. Ça, ce sondage-là, CROP, a été fait en plusieurs tranches, 2015, 2019, maintenant 2023. Et ici, on parle de l'importance des services de santé mentale qui sont fournis en anglais. Alors, on demandait au public en général, vous pouvez voir que les données ici, manifestement, disent que c'est très important pour les anglophones. Tous pensaient à 70% que c'était très important d'être servi dans la langue de leur choix. Alors, ça, c'est juste une mise en bouche. Il y aura d'autres données, bien entendu, dans cette étude de ce sondage et les perceptions aussi qui vont être publiées dans ce sondage CROP. Bon, maintenant, avec le peu de temps qu'il me reste, je vais parler encore un petit peu des mandats en santé mentale du CHSSN. Nous avons le point de départ, le Youth Mental Health Initiative, YMHI, que je gère. Ça fait depuis 2021 que ça marche et ça va se terminer l'année prochaine. Et le YMHI est appuyé par le secrétariat de la jeunesse, de même que la Fondation André Chagnon, pour augmenter l'accès aux services de santé mentale et des ressources pour des jeunes anglophones. Alors, ce groupe d'âge dont on parlait dans l'autre présentation. Aussi, nous avons le COVID Mental Health Initiative, CMHI, qui a fonctionné 2 années successives. Et le but, ça, c'est le secrétariat des relations des Québécois à l'expression anglaise qui a financé cette étude. Et le but de cette étude, c'est d'appuyer toute une diversité de services communautaires pour augmenter leurs services. Alors qu'on a vu une augmentation des besoins de la clientèle, alors les prestataires de services qui pouvaient répondre en anglais étaient débordés. Alors le but, c'était d'amplifier leur capacité d'ouvrir des postes et de s'assurer qu'ils puissent réagir à ces demandes accrues. Et un d'entre eux, c'était le jeune en tête. Dr Fleury ou Dr Go a mentionné jeune en tête. Eh bien, toutes leurs choses se sont faites traduire, toutes ces ressources ont été traduites grâce à ce programme CMHI. Enfin, le dernier nom le moins, nous avons le Supporting and Promoting Mental Health, le SPMH. Et ça fait depuis 2022 et ça se termine en 2024. Et ça, c'est surtout la promotion de la santé mentale. On appuie et on fait la promotion de la santé mentale pour ceux qui ont été subi l'influence de la pandémie de COVID avec une insistance sur les communautés vulnérables de la minorité linguistique. Aussi, c'est appuyé par l'Agence de santé publique du Canada comme étant un financement en un coup. Bon, alors il y a 27 groupes sous le YMHI, on a 11 groupes sous CMHI et il y a 47 groupes sous SPMH ou bien sûr, il y a un certain chevauchement entre ces groupes, dépendamment de leurs services, et ainsi de suite. Bon, le grand résultat, une fois de plus, c'est assez clair. Nous avons YMH qui a augmenté le nombre de jeunes qui sont conscientisés à propos de la santé mentale. Aussi, nous avons travaillé pour les autonomiser pour qu'ils puissent augmenter leur littératie dans la santé mentale et aussi on fait un démarchage ailleurs avec les fournisseurs de santé mentale et les partenaires pour qu'ils soient mieux équipés à répondre aux besoins spécifiques des communautés anglophones. Bon, pour ce qui est de COVID Mental Health, on a amplifié le CMHI avec la coordination de programmes, l'animation ou les capacités d'intervention qui ont été accrues. Et pour SPMH, d'ici 2024, on aura 100 ressources qui auront été adaptées, bon, des outils, des campagnes de formation qui auront rejoint plus de 15 000 populations vulnérables. Aussi, il y aura la production d'une boîte à outils de pratiques porteuses provinciales et je vous le recommande fortement parce que ceci pourrait augmenter nos discussions à propos des facilitateurs dans les communautés pour la santé mentale. Si j'ai encore un peu de temps, Andrew, dites-le moi. Je vais rapidement passer par-dessus cette partie-ci. Aussi, l'initiative pour la santé mentale des jeunes, on a regardé plus des obstacles et des lacunes communiquées par les jeunes et par les directeurs de projet, et aussi provenant d'autres sources d'information et des groupes de discussion. Tout ceci a été colligé sous le rapport. Alors, il y a un rapport de 2 pages qui explique l'information incroyable à propos de quel genre d'obstacles à l'accès on doit faire face.
Et pour résumer, les jeunes pensaient que parfois le cheminement vers les soins était difficile, c'était amplifié par des obstacles comme les barrières linguistiques. Ils voulaient qu'il y ait plus de ressources pour répondre à leurs besoins. Alors, il y a beaucoup de lacunes. On peut parler des stigmas culturels reliés avec la santé mentale aussi. On peut parler des grandes distances physiques entre les jeunes et les services existants. Pour les communautés éloignées, on peut parler du manque de concertation culturelle dans leurs besoins et des réalités des jeunes anglophones tels que compris par des fournisseurs de services francophones et un manque de financement pour les secteurs communautaires pour s'assurer qu'on puisse continuer à faire le pont entre par-dessus ici, lacunes et services. Alors, là où les services existent, il y a peu de visibilité de ces services pour cette clientèle, ce qui fait qu'ils ne se servent pas autant des services. C'est un obstacle pour l'accès aux services. Aussi, il y a peu de confiance dans la capacité d'avoir accès à des services adéquats, ce qui n'est pas surprenant étant donné ce qu'on a appris plus tôt à propos des listes d'attente qui sont incroyablement longues. Je me souviens plus exactement qui a dit cela, mais il y a aussi une demande élevée pour la psychothérapie. Bon, Dr. Gros a sûrement quelque chose à dire à ce sujet. Ça vient des jeunes directement, cette constatation, mais je suis tout à fait d'accord avec la recommandation qu'elle a donnée. Et je vous invite à lire plus dans le document que nous avons. Mais maintenant, pour vous donner un peu d'espoir, non seulement est-ce qu'on a capturé toutes ces lacunes, mais on fait aussi des changements importants. Je dis moi, comme c'est moi, nous, je parle de très grandes organisations, toutes les organisations autour de la table aujourd'hui, pas la table aujourd'hui, là, mais qui travaillent très fort pour augmenter les capacités au niveau des communautés, pour informer les jeunes, pour identifier les lacunes, ils font participer les jeunes. Et bon, la conception des programmes communautaires, ils font des partenariats avec des écoles locales, des services de santé publique, des organisations spécialisées qui adaptent et traduisent et produisent des ressources, qui offrent des activités et des programmes par des jeunes ou par des membres de comité pour s'assurer que cela réagisse à leurs besoins. Quelques bons exemples sont, bon, je vais les lancer rapidement, là, P10, qui ont fait ce merveilleux panel pour les jeunes qui transitionnent pour discuter exactement quelles difficultés les jeunes ont dans leur identité. Bon, pour la communauté de SLGBTQ+, bon, ils ont eu un accès spécifique à la santé mentale. Bon, ce que je trouve intéressant. On a aussi eu des organisations pour mieux informer les gens à propos de la diversité et sur les besoins des jeunes handicapés, comme le Center for Hopes and Dreams qu'on peut voir ici. Plusieurs de nos organisations ont produit d'immenses répertoires pour les ressources. Alors, Y4Y Québec, ça se regroupait des gens par sujet, par emplacement, toutes les ressources gratuites qui étaient disponibles. On a aussi les organisations locales comme ils ont été mentionnés, c'est la Ville de Québec, a fait un excellent travail. Et aussi déployé une merveilleuse plateforme sur leur site qui expliquait les ressources santé mentale disponibles et c'est très intuitif, très convivial. Pour mieux informer les membres de la communauté, aussi ARC, c'est dans la Montérégie, c'en est une de ces ressources et on ne veut pas toutes les nommer, mais il y en a tant. Et chaque région est quelque part sur la carte, et même à Montréal, il y a plusieurs sources. Aussi, ils ont fait des activités d'événements juste pour montrer de quoi ça avait l'air. Ils ont même fait ça en ligne. Et c'est là où ils cherchent et trouvent de l'information pour la santé mentale. Alors, il faut vraiment avoir plus de ressources de santé mentale dans les espaces où sont les jeunes. Une minute. Merci. Alors, je vais vous montrer d'autres choses rapidement, mais sentez-vous bien libre d'aller regarder ça après. Bon, la composante de la TRC de santé mentale est très importante aussi. Et je vais terminer sur un autre facilitateur qui était très important. Bon, en mars 2023, un événement sur la santé mentale où on a regardé il y a environ 100 participants qui ont participé à cette discussion, qui ont partagé leurs recherches, leurs expériences, leurs vécus. Si on en fait un autre, vous allez certainement être invités pour ce forum communautaire de Montréal sur la santé mentale. On voulait regrouper les prestataires de services pour la santé mentale pour les anglophones, mais le grand résultat, c'est qu'ils disaient que le besoin pour les organisations anglophones de faire du réseautage et d'avoir des espaces pour des partenariats intersectoriels était très important.
pour échanger les expertises, puisqu'ils ont remarqué que les communautés vulnérables, comme la nôtre, sont très fragiles et ont besoin de plus de collaboration et d'appui et de services. Ce n'est pas une surprise pour les gens ici, mais au moins, vous savez que la communauté là se mobilise dans ces domaines. Alors, si vous voulez en avoir plus d'informations, on a un rapport à ce sujet, mais je n'aurai pas le temps de t'expliquer ça. Et suite à cela, nous avons aussi un projet de cartographie spécifique à Montréal, un peu comme celui de Yann, mais plus relié au type de service CLSC sur comment eux, ils perçoivent pour savoir s'ils offrent des services anglophones et sont au courant de d'autres services en santé mentale autour d'eux. Alors, je pourrais en parler longtemps, là, mais pour respecter mon temps, si ça vous intéresse, pour le projet de Mapping Project, le projet de cartographie pour la Ville de Montréal, contactez Jake Hook à chssn.org. Son courriel est là sur la diapo et elle pourra répondre à vos questions sans rapport avec répondre aux besoins à propos de plus de conscientisation entre les prestataires locaux et les communautés pour les services communautaires qui peuvent réagir en anglais et comment on peut faire plus de collaboration ensemble pour combler les lacunes qu'on remarque. Ça combine aussi des données du recensement annoncé, littéralement combien d'anglophones sont ici et est-ce qu'ils utilisent des services là ou est-ce qu'ils traversent la ville parce qu'ils ont seulement appris à propos d'un prestataire de service là-bas. C'est simplement un exemple, là, mais c'est une carte interactive et si vous voulez en faire partie en tant qu'intervenant, vous devez représenter une organisation et on peut rajouter les données dans ce sondage. Et c'est ce qu'on a fait. Incroyable, j'ai réussi à tout dire. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous voulez en apprendre plus, sentez-vous bien libre de me contacter moi ou dans le cas de la cartographie, ma collègue. Merci beaucoup.